L'air frais du matin sur la place Saint-Marc à Venise était imprégné de l'arôme de café expresso qui s'échappait des machines des petits cafés alentours. Léo, vêtu d'une veste en cuir et d'une écharpe délavée, observait les gondoliers ramer sur les eaux calmes des canaux voisins. Le murmure des conversations, le tintement des verres et le doux son de l'eau se mêlaient à la lumière dorée de l'aube, qui éclairait les façades ornées des vieux bâtiments, créant une atmosphère presque magique. Tandis qu'il tournait sa tasse entre ses doigts, une brise soudaine apporta un murmure lointain, presque inaudible, comme une mélodie désaccordée. Il leva les yeux, mais les sons habituels de la place étaient revenus. En se levant pour partir, une femme aux cheveux gris et à la robe flottante s'arrêta devant lui remettant une carte délavée. « Les rues de la Nouvelle-Orléans cachent plus que des souvenirs, » dit-elle, avant de disparaître dans la foule. Léo glissa la carte dans sa poche, ignorant que ces mots l'entraîneraient dans un voyage entre le passé et le présent. Le même soir, à la Nouvelle-Orléans, le vent soufflait dans les ruelles étroites du French Quarter, apportant des fragments de voix en français archaïque et des rythmes de jazz oubliés. Yumi, une musicienne de rue avec un violon usé, ajustait les cordes sous un réverbère lorsqu'elle entendit une mélodie étrange se mêler à son propre son. Elle se retourna et vit un homme au chapeau usé jouer d'une clarinette invisible, ses notes flottant dans l'air comme de la fumée. Il s'arrêta brusquement, lui remit une clé rouillée et s'éloigna. La clé portait un symbole en spirale, et en la touchant, Yumi sentit une vague de chaleur, comme si elle tenait quelque chose d'ancestral. Plus tard, dans son appartement au 2e étage d'un immeuble colonial, elle découvrit que la clé s'emboîtait parfaitement dans la serrure d'une boîte en bois cachée sous les planches du plancher. À l'intérieur, elle trouva un journal aux pages jaunies et une photo délavée d'un groupe de musiciens devant un salon appelé la Sombra. Pendant que Yumi feuilletait le journal, Léo arriva à la Nouvelle-Orléans, guidé par les marques de la carte. Le document le conduisit à un cimetière abandonné aux abords de la ville, où les pierres tombales inclinées semblaient murmurer des histoires de sorcellerie et de pactes brisés. Entre les tombes, un vieil homme sculptait des figures sur un morceau de chêne. « Cherchez-vous ce que le vent cache ?» demanda-t-il sans lever les yeux. Léo acquiesça. L'étranger lui remit la sculpture, une figure humaine avec les bras tendus, comme si elle essayait d'attraper l'air. « Le vent ici n'apporte pas seulement des voix. Il apporte aussi des choix, » dit-il en désignant un chemin étroit à gauche. En suivant le chemin, Léo découvrit une cour de pierre où de longues ombres de chêne s'entremêlaient. Au centre, une vieille bougie reposait sur un piédestal de fer, sa mèche courte et sombre, la cire fendue par le temps. En la touchant, une sensation de calme l'enveloppa, comme si l'objet portait le calme d'innombrables nuits de veille. Ce soir-là, Yumi décida de visiter le salon La Sombra. Le bâtiment, maintenant une boutique d'antiquités, avait un sous-sol verrouillé avec une serrure identique à celle de la clé. En ouvrant la porte, elle descendit un escalier raide et se retrouva dans une salle circulaire aux murs couverts de cartes célestes et d'étagères remplies de bougies semblables à celles de Léo. Au centre, une table en bois présentait un mécanisme de bronze avec des engrenages rouillés. En le touchant, une projection de lumière apparut au plafond, montrant des constellations inconnues et des dates qui ne correspondaient à aucun calendrier moderne. Pendant qu'elle observait, elle entendit des pas derrière elle. Léo était là, debout à l'entrée, tenant la bougie. « Avez-vous aussi entendu les murmures ?» demanda-t-il. Yumi acquiesça, réalisant qu'ils avaient tous deux été attirés par le même mystère. Ils passèrent des heures à examiner le journal et le mécanisme, découvrant que les bougies faisaient partie d'un ancien rituel pour communiquer avec ceux qui sont venus avant. Chaque bougie, lorsqu'elle était allumée à des endroits spécifiques de la ville, révélait des fragments d'histoires enfouies. Pendant ce temps, dans un autre coin de la Nouvelle-Orléans, l'homme à la clarinette invisible rassemblait d'autres voyageurs, leur remettant des objets similaires. « Le vent choisit ses porteurs », disait-il, tandis qu'un jeune homme recevait une montre de poche sans aiguille. Au fur et à mesure que plus de personnes se joignaient à la quête, l'équilibre de la ville commença à changer. Des mélodies anciennes résonnaient à des moments impossibles, des peintures dans les galeries changeaient de décor, et le temps lui-même semblait osciller entre les époques. Un dimanche après-midi, Léo et Yumi suivirent les coordonnées du mécanisme jusqu'à un lac isolé, où un épais brouillard planait sur les eaux. En allumant la bougie au point précis indiqué, des formes humaines émergèrent du brouillard, leurs voix murmurant dans des langues mortes. Une femme vêtue de vêtements du 19e siècle tendit la main, remettant à Yumi un collier avec un pendentif en spirale, le même symbole que la clé. « Protégez ce qui ne peut être nommé », dit-elle avant de se dissoudre dans l'air. En retournant en ville, les murmures du vent devinrent plus pressants, comme si quelque chose d'ancestral se réveillait. La semaine suivante, en étudiant les motifs des étoiles projetées par le mécanisme,
ils découvrirent que toutes les coordonnées convergeaient vers la cathédrale Saint-Louis. À minuit, ils se sont glissés dans un couloir latéral, où une porte secrète derrière un confessionnal les a conduits dans une chambre souterraine. Là, des centaines de bougies identiques à celles de Léo flottaient dans des niches sur les murs, chacune marquée de symboles différents. Au centre, un autel contenait un livre à couverture de peau humaine, ses pages écrites dans le sang et les cendres. En l'ouvrant, ils ont vu que chaque ligne décrivait des événements futurs comme s'ils avaient déjà eu lieu, y compris des détails de leur propre vie. Pendant qu'ils lisaient, le sol trembla et le vent dans la chambre se transforma en tempête, arrachant des pages du livre. Des fragments volèrent dans tous les sens. L'un parlait de Yumi jouant une mélodie qui guérissait des maladies incurables. Un autre montrait Léo dirigeant une révolution contre une corporation qui exploitait les mystères de la ville. Avant qu'il ne puisse réagir, une figure encapuchonnée apparut, ramassant les pages avec des mains squelettiques. « Vous n'êtes pas encore prêt à décider ce qu'il faut sauver et ce qu'il faut effacer », dit-elle avant de disparaître dans un nuage de fumée. En sortant de la cathédrale, ils ont vu que le ciel nocturne était rempli d'étoiles inconnues, et le vent apportait un nouveau murmure. « Le choix est le vôtre, mais le prix n'est jamais juste. » Le lendemain matin, ils ont visité un apothicaire dans le quartier de Trême. L'homme derrière le comptoir, avec un œil laiteux et l'autre noir comme du charbon, remit à Yumi un flacon de verre opaque. Huile de graines d'orme. Utilisez-la sur la flamme de la bougie lorsque l'horloge de l'église sonnera 11 heures. Au crépuscule, dans la cour aux longues ombres, Léo versa l'huile dans la mèche de la bougie. Les ombres des arbres ont pris vie, se transformant en figures humaines qui dansaient en rond. L'une d'elles, une femme vêtue d'une robe de soie déchirée, s'approcha et murmura « La musique que vous avez jouée hier, elle n'était pas la vôtre. » Yumi recula, se souvenant du violon. La figure s'est dissoute, laissant une note musicale dessinée sur la terre. Plus tard, dans un bar voisin, ils ont rencontré l'homme à la clarinette invisible, qui les a avertis « Vous assemblez les morceaux d'un miroir brisé. Faites attention à ne pas vous blesser. » En suivant une adresse qu'il leur avait laissée, ils sont arrivés dans un entrepôt abandonné, où des dizaines de personnes se rassemblaient en cercle, chacune tenant des objets étranges. Une femme avec un turban rouge dirigeait le groupe, parlant des « fils du temps » et du réseau qui relie les choix. En voyant le pendentif de Yumi, elle le toucha et dit « Vous avez le symbole de ceux qui équilibrent. Mais l'équilibre exige des sacrifices. » La dernière nuit, Léo et Yumi allumèrent toutes les bougies collectées, les positionnant comme indiqué dans le journal. À minuit, le vent cessa et les flammes pulsèrent à l'unisson, projetant des ombres qui se traînaient comme des serpents. Une voix féminine résonna, « Le prix du choix est le souvenir. » Yumi sentit une douleur aiguë dans la tempe, des éclairs d'une vie qui n'était pas la sienne inondant son esprit. Une femme en robe rouge dansait sur une place tandis que le monde s'effondrait autour d'elle. À l'aube, ils retournèrent à la cathédrale, cette fois accompagnés de l'homme à la clarinette et de la femme au turban rouge. Au sous-sol, les murs affichaient des peintures en mouvement, des scènes de guerre, de festivals, de naissance et de mort, toutes reliées par des fils dorés. Le temps n'est pas une ligne. C'est un réseau. Vous tirez les mauvais fils, dit la femme. Avant qu'il ne puisse répondre, le sol trembla et une fissure apparut, exhalant de la vapeur glacée. Yumi réalisa que tout faisait partie d'un rituel pour contenir quelque chose au-delà du temps. Nous ne pouvons pas effacer ce qui a déjà été écrit, dit-elle en allumant la dernière bougie. Une lumière s'étendit, révélant une plaine infinie sous cette soleil. Une figure colossale planait, ses yeux faits de galaxies en effondrement. Yumi joua du violon et Léo projeta les étoiles du journal dans l'air. La figure recula, aveuglée par l'harmonie. Lorsque la lumière se dissipa, ils étaient de retour à la Nouvelle-Orléans, sous un ciel normal. Le vent apportait l'odeur du café et du pain frais. Aucun murmure, aucune ombre, seulement le quotidien. Mais Yumi savait que le réseau du temps était plus fragile que jamais. Dans un café du French Quarter, la femme à la robe flottante sourit en voyant la carte délavée sur la table. De l'autre côté de la rue, l'homme au chapeau usé rangeait sa clarinette invisible dans sa poche. Et au fond du Mississippi, une bougie bleue brillait sous l'eau, sa mèche intacte.